Bonjour à tous. Alors, je pense que ce message est pour moi le plus important puisqu'il parle de l'effondrement à venir de notre société, de notre civilisation. Et alors, petit avertissement, si vous êtes soumis à des antidépresseurs, si vous êtes une âme sensible, alors abstenez-vous de regarder cette vidéo parce qu'elle va parler de choses qui ne sont pas forcément très agréables. Bon. Toutes les données chiffrées qui vont être évoquées, que je vais vous présenter, sont basées non pas sur les ragots du café du coin, mais de revues scientifiques, de scientifiques eux-mêmes, du GIEC, de l'ONU, de l'ONF, du WWF, enfin de l'Institut National Géographique, etc., etc. Donc, il faut regarder en fait les faits en face. On n'a pas le droit de faire du négationnisme dans le passé et je crois qu'il n'est pas possible non plus de faire du négationnisme pour l'avenir, en tout cas à partir des faits observés d'aujourd'hui. Donc beaucoup disent d'ailleurs que il faut éviter aussi de faire peur, le catastrophisme ne serait pas une bonne chose et qu'il faut donner de l'espoir, donc je suis bien d'accord avec ça. Bon, mais je pense que la peur, quelque part, fait bouger. C'est un petit peu comme si vous êtes dans un champ, arrive, alors que vous ne l'aviez pas vu, un taureau qui semble un petit peu énervé. Vous allez très vite bouger et très vite trouver la solution et l'issue de sortie la plus proche. Et déclencher des énergies que peut-être vous ne soupçonniez pas en vous, en fait. Donc la peur fait bouger et je suis convaincu que c'est un des moteurs qui va permettre de faire bouger les choses. Alors, si vous êtes déjà convaincu par l'effondrement, peut-être qu'il est inutile de regarder en tout cas l'intégralité de cette vidéo et d'aller directement aux solutions qui sont proposées, puisque, bon, comme je vous l'ai dit, on va parler aussi de solutions après avoir évoqué les difficultés qui nous entourent. Alors, je vais me présenter d'abord avant toute chose. J'ai eu conscience, disons, cette emprise des événements qui nous surviennent aux environs de 2001-2002, je ne sais pas trop exactement, mais à partir de là, j'ai pris conscience qu'il allait se passer des choses et qu'il fallait se préparer. J'ai d'ailleurs pour ça créé, rédiger un livre, un guide du savoir-vivre en autosuffisance, voilà. À partir de là, j'ai souhaité aussi faire d'autres petites choses. J'ai rédigé un livre plutôt, disons, philosophique, entre guillemets, pour réfléchir un petit peu à notre avenir. Ça s'appelait La Voie et l'Ordre Naturel. J'en ai fait un petit livret. Tout ça est disponible sur Internet, même gratuitement. L'objectif n'était pas de faire de l'argent. J'ai fait aussi un petit livret, Les 40 voleurs du temps contre nature. J'ai ensuite fait un petit roman. Je me suis amusé à faire un roman qui s'appelle donc Quand la nature ne tient qu'à un fil. Et puis ensuite, j'ai continué dans l'esprit, bon, même si malheureusement ces différents livres n'ont pas trouvé le public que j'aurais pu espérer, j'ai continué par le plaisir d'écrire et j'ai fait un inventaire des catastrophes qui nous arrivaient. J'ai aussi fait d'ailleurs entre-temps, en 2003-2004, un site qui s'appelle scénariocatastrophe.com, enfin on y accède par l'adresse scénariocatastrophe.com, qui faisait l'inventaire un petit peu de toutes les catastrophes qui nous menacent, quoi. Et à partir de là, j'ai aussi tenté quelque chose en créant pas un mouvement, enfin on dit une pensée autour de l'écolomie, c'est-à-dire l'idée étant de créer une forme d'économie associée à l'écologie. Donc voilà. Alors à partir, et depuis ces différents livres qui ont été publiés entre 2004-2006, il est arrivé la crise de 2008 avec l'accélération qu'on connaît, enfin la crise qui a été pour beaucoup de pays dans le monde peut-être un signe annonciateur de quelque chose. Et puis à partir de là, le réchauffement climatique s'est un petit peu accéléré, les rapports du GIEC se sont alarmés. Et puis enfin, peut-être, entre autres, et oui, c'est même fondamental, il y a eu la prise de conscience que notre biodiversité s'effondrait, avec entre autres, par exemple, 70% des insectes qui avaient disparu en moins de 30 ans. Donc voilà, alors donc le programme de cette vidéo, il va être basé sur un état des lieux,
Dans ce petit 1, on va faire un état des ressources planétaires, un état des ressources énergétiques, un état de la planète, un état de la population et des personnes. Et puis enfin, en deuxième partie, je vais vous proposer, enfin vous pourrez à ce moment-là faire vous-même vos scénarios, hein, mais enfin je vais vous en proposer quelques-uns, donc les scénarios possibles à venir. Et puis enfin, je vous proposerai des solutions, ça me semble être le plus important. Alors avant de faire le constat des lieux, si nous n'avions pas de rapports scientifiques qui nous sont donnés par des différentes sources vraiment dans tous les pays du monde, etc. Il est probable que beaucoup d'ailleurs de personnes ne s'aperçoivent de rien. Celui qui prend son métro pour aller travailler à Paris, il prend son métro, il va dans un bureau climatisé, il part en vacances en avion, il ne s'aperçoit de rien, hein. Ça c'est déjà une prise de conscience qu'il faut voir. Et puis ensuite, deuxième prise de conscience, c'est que la majorité des personnes d'ailleurs qui considèrent que ces problématiques liées à l'environnement arrivent au second plan, disons, par rapport à leur vie quotidienne, quoi, hein. Et puis enfin, peut-être c'est ça le troisième constat, et c'est pour ça que le contenu de cette vidéo a son importance, c'est que la grande majorité n'est insuffisamment informée. Enfin, il y a une inconscience de la situation et des événements qui arrivent qui pourraient très facilement être résolu par une information complémentaire, mais bon, celui qui est 8 heures dans le guidon, dans son travail, à charge de sa famille, et puis qui veut se reposer devant sa télévision, il n'a pas forcément le temps de prendre conscience de tout ça. Donc, au regard de l'état des ressources et des lieux de la planète, on va parler des ressources en eau, des ressources en air, enfin de la terre, de la mer, des ressources minières, etc. Toutes ces sphères du vivant qui font que nous sommes ce que nous sommes, en fait, elles sont toutes affectées, hein, intégralement. Ça part du sous-sol très profond, hein, puisque avec la fracturation hydraulique, on affecte les sols pour pouvoir aller chercher du gaz de schiste, hein, depuis peu, enfin depuis qu'on s'est rendu compte que le pétrole conventionnel allait arriver en déplétion. Et ensuite dans les sous-sols, bon, ça fait des décennies qu'on va chercher dans les sous-sols partout les ressources qu'on n'arrive pas à avoir au-dessus. Les sols eux-mêmes se dégradent à vitesse grand V, puisqu'en fait en 2050 par exemple, il y avait 2 tonnes de vers de terre par hectare, en moyenne dans les terres agricoles, et aujourd'hui, bon, pas forcément dans mon potager, il y en a toujours autant, hein, mais dans les terres qui sont traitées, qui sont amendées, aujourd'hui il n'y a plus que 200 kg de vers de terre par hectare, hein. Donc ce qui est assez catastrophique. Au niveau de l'air, bon, la pollution, elle commence à se voir, en particulier dans les périodes de canicule, hein. Et puis ensuite, cette pollution entraîne, entre autres choses, une disparition des oiseaux. Vous savez, c'est le petit oiseau qu'on mettait dans la mine, là, que les mineurs apportaient avec eux pour les avertir quand il y avait du grisou. Bon, là aujourd'hui, les oiseaux disparaissent à vitesse grand V, hein, puisque je crois de mémoire, un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. Bon, certaines études parlent de 17 ans, mais peu importe. Au niveau du détail, c'est la tendance qui compte, quoi, en fait, hein, un tiers. Alors, bien entendu, le Parisien, là aussi, ne s'en aperçoit pas, mais en campagne, beaucoup de gens ne voient plus arriver les hirondelles. On peut lever les yeux au ciel et puis ne pas voir d'oiseaux à 360 degrés. Ça m'arrive assez souvent, ce qui est assez catastrophique. Au niveau de l'érosion de l'eau, des eaux, et des nappes phréatiques, c'est une catastrophe un petit peu partout dans le monde. Même en France, en 2019, le niveau des nappes phréatiques est considéré comme bas et très bas. La mer, l'acidification de la mer est aussi un problème qui crée des difficultés puisque les coraux blanchissent. Dans la mer, il existe maintenant ce qu'on appelle le 7e continent de plastique. Au niveau de la flore, au niveau des pluies acides, là aussi une affectation de tout ce qui est
flore. Et puis au niveau de la faune, alors là je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 8 millions d'espèces existantes sur la planète, il y en a 1 million qui est en voie d'extinction, en voie de disparition. Voilà pour le bilan rapide. Alors on pourrait ajouter aussi à ça l'atmosphère avec le CO2 et les particules par milliers là, par millions qui augmentent de façon inquiétante, et même la stratosphère aussi, j'oubliais, qui est affectée, puisque autour de la planète, nos satellites risquent à tout moment de percuter des débris qui ont été jetés depuis des décennies. Et donc, effectivement, si un jour la 5G arrive, ou même d'autres éléments satellites qui nous sont vitaux pour le développement de notre économie, un satellite comme ça pourrait exploser en vol en quelques instants, en quelques secondes, en remettant en question beaucoup de choses sur notre planète, en fait. En tout cas, dans notre organisation sociale et en tout cas économique. Alors donc, conséquence de toutes ces problématiques énoncées, c'est qu'en fait, on a passé ce qu'on appelle le jour du dépassement en 2018, c'était le 1er août. Ça, c'était au niveau de la planète. Au niveau de la France, c'était le 5 mai. Ça signifie qu'en fait, on consomme plus que ce que la nature nous donne, hein, que ce soit en termes d'eau, d'air, les nappes phréatiques. Le principe, c'est plus vous puisées dans les nappes phréatiques, ben forcément, elles diminuent, elles n'ont pas le temps de se reconstituer. Je vais prendre un autre exemple, le bois qui est derrière moi. En moyenne, en France, un hectare de bois génère 4 stères, en moyenne. Bon, 4 stères, en gros, c'est 4 mètres cubes. Donc, si vous prenez dans un hectare de bois 4 mètres cubes, le fait de si vous en prenez 4 mètres cubes, l'année suivante, vous retrouverez votre hectare de bois intact. Il aura grossi entre-temps et tout va bien. Si par contre, au lieu de prendre 4 mètres cubes, vous en prenez le double ou le triple, 8 ou 12 mètres cubes, l'année suivante, votre hectare de bois aura quelque peu diminué et il produira ce qui fait un petit peu moins. Et donc, en l'espace de 30-35 ans, suivant le volume que vous prenez, il n'y aura plus de bois. C'est un petit peu comme pour les nappes phréatiques. C'est ce qui se passe d'ailleurs malheureusement en Inde actuellement. Il y a une grosse inquiétude parce que les Indiens, qui sont plus d'1,5 milliard et qui vont qui vont dépasser la Chine d'ici peu, eh bien, les nappes phréatiques sont en voie d'épuisement et certains spécialistes annoncent qu'il n'y aura plus d'eau dans les nappes phréatiques d'ici 5-10 ans. Alors, on imagine très bien ce qui peut se passer à ce moment-là, à savoir que si dans un secteur très populeux, entre guillemets, il y a une migration massive de personnes en Inde, par exemple, qui vont vers le Pakistan, les choses ne vont pas se passer dans la joie et la bonne humeur. Ça peut déstabiliser par principe et par effet ricochet, boule de neige et domino, tout ce que vous voulez. Ça se répercute sur les pays voisins, qui eux-mêmes, à ce moment-là, vont répercuter sur les pays voisins, etc. On n'en finit pas et c'est un gros problème qui s'annonce finalement à un délai qui est assez court, hein. Alors en termes de déforestation, là aussi la problématique est importante puisque selon le WWF, 240 millions d'hectares ont disparu en 25 ans, ce qui est énorme. Et pour vous donner un ordre d'idée des choses, en France par exemple, il y a en moyenne un département qui est bétonné, qui est rasé, on va dire, tous les 10 ans. Alors bon, certaines études là aussi donnent un peu moins, donnent un peu plus, ça dépend bien sûr de la taille du département de référence, mais enfin, en gros, c'est quand même là aussi l'idée, hein. Donc voilà, alors autre petit détail par rapport à cet épuisement de l'eau ou cet assèchement, on va dire, de nos contrées verdoyantes, c'est que le désert de Mongolie en Chine avance chaque année régulièrement et selon la progression, dans 50 ans, il serait aux portes de Pékin. Donc là aussi, dans un des pays les plus habités au monde, c'est un problème qui risque Bon, alors voilà, autre souci, autre problème, ce sont ce qu'on appelle les réserves halieutiques, hein, c'est-à-dire les réserves en poissons. Il faut savoir que depuis la Seconde Guerre, il ne reste plus que 30% des gros poissons, en fait, 30% des gros poissons.
Tous les autres, là aussi, de façon intensive et trop intensive, hein, le fameux jour du dépassement, ont été puisés de façon trop importante avec les filets dérivants et autres. Hein. Il faut savoir que par exemple, un thon, le record c'est fait au Japon, je crois. Un thon s'est vendu 2,7 millions d'euros. 2,7 millions d'euros, un thon de 278 kg. C'est pour vous expliquer un petit peu la rareté. Alors maintenant, on compense avec l'élevage. On compense avec l'élevage et ce, d'une façon tellement intensive qu'aujourd'hui, eh bien, les animaux sauvages ne représentent qu'une petite partie de la masse, entre guillemets, vivante sur la planète. Il y a quelques siècles, les animaux sauvages dominaient, étaient bien entendu très majoritairement présents sur la planète. Aujourd'hui, nous, le poids des hommes, c'est un petit peu plus de 30%. Le poids des animaux d'élevage, hein, vaches, cochons, poules, etc., c'est plus de 30%. Donc vous faites l'addition, et il ne reste plus que 3 et quelques pourcents en fait pour les animaux sauvages. C'est là aussi édifiant. Il faut savoir par exemple que, alors c'est un chiffre à vérifier, mais enfin en gros c'est la tendance aussi, plus de 90% des lapins vivent dans un clapier. Ils n'ont jamais connu autre chose qu'un clapier, quoi. Donc voilà, alors ensuite, avec toutes ces réserves, il y en a d'autres qui sont tout aussi inquiétantes, ce sont les ressources minières. Par exemple, le phosphate qui est aujourd'hui nécessaire pour nos exploitants agricoles, c'est une ressource finie. Le cuivre aussi posera problème, surtout le cuivre c'est la base de toutes les liaisons électriques. Hein. Même si au niveau des liaisons de communication, on a remplacé le cuivre par la fibre optique, mais pour l'électricité, aujourd'hui, on n'a pas fait mieux, quoi, hein. Donc c'est un petit peu difficile d'imaginer autre chose. Et puis, l'épuisement de ces minerais est une inquiétude d'autant plus importante qu'il faut savoir aussi que les hommes sont intelligents, ils vont d'abord chercher les ressources qui sont faciles à aller chercher et bien entendu, à partir du moment où on a d'abord été chercher, que ce soit en termes de cuivre, de phosphate ou bien d'autres minerais, zinc et autres, on est d'abord allé chercher ceux qui sont faciles à prendre et maintenant il faut creuser de plus en plus profond, aller de plus en plus loin pour aller chercher nos ressources. Alors il y en a une qui là aussi semble complètement incroyable, c'est le sable. On se dit bah, du sable il y en a énormément, il y a des déserts incroyables avec un stock qui donne l'impression d'être infini. En fait, non, le sable des déserts est inutilisable à tel point que... Pourquoi? Parce qu'il est rond. À force du vent, il est rond et il n'est pas exploitable en termes de construction. Et ce qui fait que le Qatar, enfin les pays arabes, pour construire leur tour hein, ou construire leur piste de ski dans le désert, ben, ils ont fait appel à du sable brésilien. Ils ont fait, ou pas brésilien, australien. Ils ont fait venir d'Australie tout le sable qui leur manquait dans leur contrée. Donc il faut savoir d'ailleurs que 90% des sables dans le monde, des plages, 90% des plages sont en recul. Donc ce qui est quand même incroyable. Et il faut savoir aussi que quand une ressource s'épuise ou est en voie de disparition, on compense par d'autres ressources qui elles-mêmes s'épuisent encore plus vite. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce puzzle. Oui, il y a différentes pièces. On voit qu'il y a une pièce qui manque ici, une pièce qui manque là, on les associe et puis à force d'accumuler ces pièces, on finit par bien voir ce qui se passe et malheureusement ce qui se passe n'est pas forcément très joli à voir. Alors bon, avec toutes ces ressources minières, halieutiques, aqueuses, etc. Il y en a une qui est, en termes de ressources, est extrêmement problématique, ce sont les ressources énergétiques. Bon, on dit que le sexe et l'argent fait tourner le monde, mais en fait non, pas du tout, c'est surtout et avant tout l'énergie. Puisque tout ce qui se passe autour de nous est à base d'énergie. Hein. C'est l'énergie qui fait tourner le monde. L'énergie est là, dès qu'il y a un changement d'état, une modification, c'est qu'il y a de l'énergie derrière. Et Dieu sait que nous, on a, nous les humains, affecté, modifié beaucoup de choses, mais tout ça grâce, depuis un siècle, aux énergies. D'abord, ça a été le charbon, ensuite le pétrole, le gaz. Mais dans tous les cas, toutes ces énergies, elles sont... elles aussi en voie d'extinction. Alors, le charbon, il y en a encore beaucoup, effectivement, mais la plupart des experts disent qu'il ne faudrait surtout pas aller chercher tout le charbon, parce que sinon c'est la dette climatique qui explose et
donc il vaudrait mieux ne pas les chercher. Donc en fait, grâce à l'énergie, toutes les machines ont coûté beaucoup moins cher. C'est grâce à ces machines qu'on est capable de faire des choses incroyables. J'ai appris par exemple qu'un laminoir, ce sont ces grosses machines énormes qui sont capables d'écraser du métal pour en faire des fines couches, des plaques de métal. Un laminoir à lui tout seul, si on devait remplacer la force herculéenne qui est nécessaire pour faire ces travaux-là, la journée de travail d'un laminoir, il faudrait tous les hommes de l'Île-de-France pour remplacer et marteler avec une masse sur les plaques pour arriver à l'équivalence. Voilà. Bon. Donc on voit bien qu'en fait, si demain on n'avait plus cette énergie entre guillemets bon marché et surtout facile à obtenir aujourd'hui, l'esclavagisme aurait de beaux jours devant lui, hein, parce que autrefois l'esclavagisme c'était une façon d'exploiter des forces vives. Mais en fait, ces forces vives ont été mises de côté parce que pour un esclave, il faut le loger, il faut le nourrir, il faut éviter qu'il tombe malade. Tout ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie. Et quand une machine comme un tracteur, par exemple, est capable de remplacer une centaine ou 200 exploitants agricoles, on préfère et de loin la machine qui, elle, peut-être tombe en panne, mais elle se répare, mais en tout cas, elle n'est pas en grève, elle n'est pas fatiguée, et puis voilà. Donc c'est effectivement les machines qui nous ont permis d'aller où nous sommes aujourd'hui, qui nous a permis de fabriquer tout ce qu'on a. Il suffit de regarder autour de vous, hein. Bon là, autour de moi c'est la nature, mais dans une maison, dans un bâtiment, dans un immeuble, tout, je dis bien tout, l'intégralité de tout ce qu'il y a autour de vous a été transporté ou fabriqué par des machines, et toutes ces machines ont été alimentées par des ressources énergétiques, principalement le pétrole pour les déplacements, mais aussi le gaz, le charbon, puisqu'il faut savoir que le charbon reste à l'échelle de la planète bien au-delà du nucléaire, la ressource énergétique la plus utilisée, quoi, en fait, hein. Donc alors, j'en reviens à ce qui m'avait déclenché en 2001-2002 la puce à l'oreille, entre guillemets, où je me suis dit, là, il y a un problème, c'était le fameux pic d'Hubert, puisque un scientifique avait mis en évidence qu'en fait, toutes les ressources sont finies par définition, hein, sur une planète qui n'est pas infinie. Le pétrole fait partie de ces ressources, et malheureusement, il avait démontré que la production aux États-Unis allait monter par un pic, redescendre, et puis ces prévisions sont avérées exactes. Et l'ensemble des productions, ou on va dire des découvertes des gisements de pétrole et des stocks de pétrole, là aussi, sont passés par un sommet qui a eu lieu d'ailleurs en 2006. Hein. Bon, maintenant les experts sont à peu près tous d'accord, 2006-2008. Et en fait, là aussi, on peut voir que ce pic est arrivé à peu près en même temps qu'est arrivée la crise des subprimes, dont on dit souvent que c'est une crise financière, mais au départ, non, c'est vraiment le pétrole qui avait explosé à ce moment-là. Ce qui peut nous donner la puce à l'oreille du scénario possible à venir, à savoir que lorsque vous verrez que le prix du pétrole va augmenter de façon considérable, attendez-vous peut-être à ce qu'il se passe des choses pas forcément très agréables en termes de finances, de bourse et par la suite d'économie, quoi, en fait, hein. Donc ce pic que nous avons connu 2006-2008, c'est ça qui a permis l'émergence du gaz de schiste, hein, puisque à l'époque le gaz de schiste n'était pas très intéressant financièrement à exploiter. Il était connu depuis très longtemps, hein, la fracturation était connue depuis très longtemps, mais c'est le coût de production qui n'est pas très important. Alors bien sûr, beaucoup de détracteurs disent que le pétrole, il y a 40 ans, on disait ouais, il y en a encore pour 40 ans, puis aujourd'hui, 40 ans après, en fait non, il n'y en a pas pour 40 ans, mais 30 ans. Mais enfin, c'est vrai que grâce au gaz de schiste et à toutes les ressources que nous exploitons au mieux, l'épuisement des ressources se rallonge. Mais le problème, c'est qu'on n'attendra pas le dernier jour, dernier moment. C'est bien avant que les problèmes vont arriver. Donc voilà, si dans 30 ans, il n'y a plus de pétrole, dites-vous bien que c'est bien avant 30 ans que les problèmes vont arriver. Alors les énergies renouvelables, vous allez me dire dans tout ça, bon, en fait, il faut savoir qu'elles représentent qu'une
petite partie des masses énergétiques en jeu, aujourd'hui à peu près 18%. Et de toute façon, alors qu'on pensait que les énergies renouvelables allaient se substituer en fait aux énergies fossiles, ben, il n'en a rien été, puisque le charbon a toujours été et est toujours aujourd'hui la ressource énergétique la plus exploitée, la plus consommée. Et puis on a accumulé le pétrole, on a accumulé le gaz de schiste, le sable bitumineux du Canada, on a ajouté toutes ces ressources, l'éolien, etc., sans jamais qu'il y ait disparition des ressources minières. Voilà, donc on n'a pas grand-chose à espérer en termes d'énergie renouvelable. Alors, sans compter que les énergies renouvelables, il y a un problème d'intermittence, hein, que s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, on n'a pas forcément de solution. Donc voilà, alors tout cet état de ces ressources qui sont actuellement vraiment en une situation un peu dramatique, ont généré un état de la planète qui lui aussi est dramatique. Bon, notre planète est malade, hein, ça, personne ne met en doute cette affirmation. Pour ça, bon, il suffit de prendre les rapports du GIEC, hein, le réchauffement climatique, on est à 1,2 degré, et les experts du GIEC disent qu'il ne faudrait surtout pas dépasser 2 degrés, mais en fait, les rapports nous annoncent qu'on y va droit devant. D'ailleurs, la canicule toute récente en est la preuve. Et ce réchauffement, avec l'ensemble des conséquences, pourrait faire qu'il y ait une augmentation de jusqu'à 13 mètres du niveau des mers. Donc c'est un autre monde vers lequel on va, sans compter les incidences en termes de météo. Et par hypothèse, si on prend l'hypothèse simplement du niveau d'élévation des mers d'1 mètre, pour l'instant on n'en est qu'à quelques centimètres, ce qui a déjà affecté certaines îles du Pacifique, en prenant l'hypothèse d'1 mètre, eh bien 50% des rivières du Bangladesh seraient submergées, là où il y a à peu près aujourd'hui environ 160 millions d'habitants. Et le delta du Mekong au Vietnam, qui lui aussi serait submergé. Or le delta du Mekong, c'est aussi en termes non pas de population mais de ressources, alimentaires, c'est que c'est 50% de la production du riz du Vietnam, et c'est le deuxième exportateur mondial. Donc on voit bien que les conséquences ne seraient pas simplement que géologiques, mais aussi économiques d'une façon très très importante. Alors, il faut savoir que les déserts progressent aujourd'hui de 1600 km par an, contre 500 km dans les années 60. Donc voilà, la situation est, bon, est-il utile de le répéter, un peu difficile. Alors, au-delà de cet état des lieux, où on en est en termes d'état de notre civilisation, de notre population, bah, là aussi, c'est pas forcément génial, puisque tous les jours, bien, il y a 246 000 personnes de plus sur la planète, hein, même en comptant les personnes qui disparaissent. Le solde est de 240 000 personnes. On est aujourd'hui 7 milliards, on annonce 10 milliards en 2050, donc les projections démographiques ne sont pas forcément très favorables. Et malheureusement, c'est très difficile d'envisager de faire des plannings familiaux, en particulier dans les pays où la croyance est très forte, puisque bon, ces fameux verset de la Bible qui dit « Croissez et multipliez-vous et soumettez la nature ». Donc pour beaucoup de gens, ce ne serait pas naturel, ce ne serait pas dans les croyances que de limiter les naissances. Et c'est pareil chez les musulmans, puisqu'il y a un verset qui dit « Allez à vos femmes comme vous allez à vos labours ». Donc les croyances, selon ma conviction, sont plutôt contre nature. Donc voilà. Alors à partir de là, on peut faire un petit état des lieux et de l'impact de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, à savoir que les pollutions sont partout, hein. On colonise les terres sauvages ici et là, des grands animaux symboliques comme les éléphants disparaissent, les baleines disparaissent aussi à cause, là c'est à cause de la pollution sonore, elles n'arrivent plus à se retrouver dans les mers à cause de la multiplicité des pollutions sonores. Alors
alors l'effondrement, j'en ai parlé tout à l'heure, 1 million d'espèces qui sont menacées. Bon, il y a juste l'espèce de con qui elle, se multiplie. Heureusement, peut-être, il y a peut-être une chance que tout ça se ralentisse un peu, puisque la fertilité masculine a été divisée par 2 en 50 ans, et que le gaz atmosphérique, qui aujourd'hui est une forme d'alerte pollution, sera elle aussi, malheureusement peut-être pour certaines personnes, à l'origine de maladies qui ne vont pas forcément améliorer l'espérance de vie, qui d'ailleurs commence déjà à baisser dans pas mal de pays développés, y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, l'espérance de vie a commencé à baisser. Donc alors, et avec ça, il y a plein d'effets rétroactifs qui vont s'ajouter à tous ces effets, à savoir que on parle du réchauffement climatique qui pourrait être emballé par la fonte ou la disparition du permafrost. Vous savez, le permafrost, c'est ces glaces qui recouvrent des plaines qui, si elles étaient mises en évidence, il n'y aurait plus l'effet rebond du blanc, et donc la chaleur serait absorbée en augmentant. Alors, selon certains spécialistes, si c'est 2 degrés de plus, s'il y avait ou 1 degré de plus, s'il y avait cette fonte du permafrost, quoi, en fait, hein. Autre élément inquiétant, c'est qu'en fait, à plus de 2 degrés en termes de réchauffement climatique, il y a moins d'arbres, les arbres disparaissent ou en tout cas ne poussent plus. Entre autres, là on vient de passer une période de grande chaleur. Il faut savoir que en Inde, ils ont eu aussi une période de très grande chaleur où il y a eu des dizaines de morts. Ils ont dépassé les 50 degrés, et il faut savoir qu'à passer 50 degrés, les arbres ne poussent plus. D'ailleurs, j'ai noté que oui, c'est ça, d'après la revue Nature, la forêt amazonienne a arrêté de stocker du carbone en raison du stress climatique. Bon, alors là, c'est un autre phénomène que le dépassement des 50 degrés, mais enfin, ça vient se rajouter au problème dont on parlait tout à l'heure. S'ajoute à ça la fonte des glaces, que ce soit en Europe, le Mont Blanc qui aujourd'hui ou les glaciers qui fondent à vitesse grand V. Il y a beaucoup de cours d'eau aujourd'hui qui n'arrivent plus à leur destination, à destination de la mer, comme par exemple à Las Vegas, où d'une façon artificielle on est obligé d'aller chercher les ressources en eau dans des lacs de hauteur qui sont en train là aussi de s'épuiser. À Pékin, on est obligé de forer à plus de 2 km de profondeur dans les nappes phréatiques. Donc voilà, il y a une espèce d'accélération des phénomènes qui sont inquiétants. Alors à partir de là, face à toutes ces problématiques, on a plusieurs façons de faire. Soit on fuit, soit on combat, soit on meurt, quoi, en fait. Bon, alors, je vais raconter l'histoire de l'ours dans une forêt. Il y a un ours qui est face à un groupe de personnes. Il a faim, il veut essayer d'attraper une personne dans ce groupe. Bon, il arrive facilement, il va attraper la personne la plus faible. Donc ce sont les plus faibles qui vont bien sûr en pâtir et être en crise les premiers. Après, bon, si on ne fait rien, il est possible que d'autres viennent être amenés à être poursuivis, quoi. La solution, c'est que le groupe se ligue, le groupe fasse et trouve ensemble des solutions. Mais il faut qu'ensemble on trouve des solutions pour lutter contre le prédateur, quoi. Ça me semble être le plus important. Alors, donc il faut cette prise de conscience qui, me semble-t-il, est importante, parce que si on prend conscience du sens de là vers où on va, on a la prise de conscience de nos responsabilités, et voilà. Donc en conséquence, conséquence de tout ce qu'on vient de dire, réchauffement, effondrement de biodiversité, les risques financiers, boursiers, etc., et puis l'épuisement des ressources énergétiques. Donc on va en fait, malheureusement, vers un effondrement systémique, global et même mondial.
C'est-à-dire que l'effondrement n'aura pas lieu comme il y a eu par exemple à Bhopal, comme il y a eu à Tchernobyl, ou même en Argentine, hein, quelque part. L'effondrement, il était dans ces différents exemples ponctuel, géographique. Les personnes ont pu fuir de l'endroit où il y avait ces problèmes, pour celles qui n'ont pas été, enfin qui en avaient la possibilité, quoi. Et puis la communauté internationale, la solidarité internationale a pu, comme à Haïti, aider les personnes. Là, ce dont on parle, c'est un effondrement qui risque d'affecter l'ensemble de la planète. Alors, je vais vous donner la définition que donne Yves Cochet de ce qu'est un effondrement. Alors, l'effondrement s'identifie quand les services de base, eau, énergie, alimentation, sécurité, habitat, mobilité, services publics, quand tous ces éléments de base ne sont plus encadrés, ne sont plus assurés par à une majorité de la population, par des entreprises ou des groupes qui sont encadrés par la loi. Hein, en gros, l'État n'assure plus ses fonctions régaliennes, en gros. Alors, cet effondrement, il était déjà prévu par un groupe de scientifiques du MIT en 1972, à l'occasion du Club de Rome, qui avait commandé au couple Meadows, à Dennis Meadows, son épouse préalablement, puis ensuite Dennis Meadows, ils avaient commandé une étude pour voir quelles étaient l'évolution de notre planète. Donc il y avait tout un ensemble de critères qui étaient pris en compte, l'énergie, la population, la pollution, etc. etc. Et alors ils ont fait tourner leur machine après avoir pris en compte l'ensemble de ces données-là. Et puis ils ont appuyé sur le bouton Enter, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Effondrement qui était prévu entre 2020 et 2030, ou dans ces années-là. En tout cas, avant 2050. Et là, donc ils ont revu leurs données, recorrigé, et puis, quels que soient les éléments qu'ils pouvaient améliorer, modifier, il y avait toujours un effondrement qui était prévu. Alors, la seule solution, c'était d'être vertueux, c'est-à-dire de développer, faire en sorte que la population n'évolue pas, mais même quand ils prenaient cette hypothèse, hop, il y avait quand même encore un effondrement. Alors, ils sont partis de l'hypothèse d'être très vertueux en termes d'énergie, hein, c'est-à-dire limiter nos développements de gaz à effet de serre, etc., etc. Et puis là aussi, ça piquait. En fait, la seule chose qui évitait l'effondrement, c'était que dans les années 70, il aurait fallu commencer à ce moment-là, on soit vertueux sur tout. C'est-à-dire à la fois sur bien le développement de la population, l'épuisement, enfin l'utilisation des ressources minières, fossiles, la pollution. Enfin voilà, il aurait fallu être vertueux sur tout. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas été. Et donc ce rapport qui a été à l'époque publié à un grand nombre d'exemplaires, il a fait parler, mais bon, on n'a pas pris au sérieux ces personnes-là. Ce rapport a été repris Dennis Meadows est toujours vivant, mais d'autres scientifiques ont repris en 2004 les éléments en réajustant avec les données actualisées, et puis les scientifiques sont arrivés aux mêmes conclusions. En gros, l'effondrement a lieu entre 2020 et 2030. Donc quand on parle d'effondrement, encore une fois, hein, c'est celle de la définition d'Yves Cochet. Hein. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait les prévisions passées, que ce soit les prévisions du pic d'Huber, qui se sont avérées exactes, que ce soit les prévisions du GIEC, c'est-à-dire que le GIEC fait tout un ensemble de simulations et de prévisions, et à chaque fois ce sont d'ailleurs les rapports les plus inquiétants qui arrivent, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est inquiétant. Et le problème, c'est que nous sommes complètement interconnectés, quoi, à la milliseconde de partout dans le monde. C'est-à-dire que un problème grave qui arrivera ici va affecter l'ensemble de la planète, ou en tout cas tous les pays développés économiquement. Et il faut savoir qu'en 2008, on a perdu 15 000 milliards et que les spécialistes, prévisionnistes, je ne sais pas comment ils font ces calculs, mais ils annoncent aujourd'hui un ensemble de bulles économiques qui si elles éclataient aujourd'hui, feraient une perte de plus de 280 000 milliards de dollars, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Donc, je vous explique pas le jour où, aujourd'hui, le prix du baril est à 1,50 €.
le prix, non pas du baril, mais du litre d'essence, le jour où le prix du baril explose, si ne serait-ce que le litre d'essence passe à 5 euros, c'est multiplié par 2, 3, 4, le fait est qu'un ménage moyen qui aujourd'hui, avec un salaire moyen, une personne qui gagne 1500 euros et qui consacre aujourd'hui 200 euros pour sa voiture, en tout cas pour mettre de l'essence dedans, vous multipliez par 2 ou 3 le prix du volume. C'est pas des gilets jaunes que vous avez dans la rue, mais des gilets de sauvetage, quoi. Enfin bon, ça sera dramatique. Donc voilà. Et le problème aussi, c'est que si il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus non plus d'électricité, hein, parce que tout est lié. S'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'électricité parce que les camions qui approvisionnent les centrales, le personnel ne peut plus arriver avec ces véhicules. Et s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pétrole non plus, puisqu'en fait, de toute façon, l'ensemble des pompes sont électriques, hein, donc sans électricité, on est mal aussi. Donc voilà. Alors les premiers signaux d'un effondrement imminent, alors on peut les classer. Le premier niveau, ça sera la perte de confiance en termes de finances. Il y aura probablement une remontée des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui au plus bas, hein. Vous savez que la France aujourd'hui emprunte à taux négatif, donc là si c'est pas ça aussi une bulle qui pourrait donner la puce à l'oreille, c'est un peu enfin voilà, à vous d'y réfléchir. Donc il y aura certainement une remontée de l'inflation. Ensuite le deuxième niveau, c'est l'effondrement économique et social, hein, c'est-à-dire le chômage qui explose, les Français dans la rue, ça pourrait aller jusqu'à la limitation des retraits par les autorités financières pour limiter les risques de retrait trop rapide, trop important qui ne ferait qu'accélérer les choses. Alors le troisième niveau, ce serait un effondrement politique. Donc là, les règles, les lois seraient beaucoup plus encadrées, ou en tout cas les règles sociales ou médicales seraient là aussi mises à mal, quoi, en fait. Donc voilà, ça c'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est l'effondrement social. C'est-à-dire avec une perte d'identité, puis surtout un retour ou une exacerbation du chacun pour soi. Et puis enfin le cinquième niveau, c'est carrément l'effondrement culturel, avec une résurgence possible, probable d'ailleurs des croyances extrêmes, du terrorisme, etc. En fait, le terrorisme qui d'ailleurs aujourd'hui pourrait venir aussi des Verts, ou en tout cas des écologistes qui considèrent que ça ne va pas assez vite et que le capitalisme pour ces personnes-là un petit peu extrêmes est la bête noire en fait qui empêche de mettre en place les véritables solutions, quoi, en fait, hein. Alors le problème va venir, alors personne ne sait aujourd'hui si ça viendra rapidement ou lentement, hein. Ça peut être une descente assez lente. Bon, les prévisions annoncent plutôt une descente assez rapide malheureusement. Mais alors cette descente rapide peut venir d'une accélération, par exemple des problèmes par des catastrophes, on va dire biophysiques, c'est-à-dire effectivement une accélération des catastrophes climatiques. Il est évident que s'il y a beaucoup moins de production alimentaire, ça peut générer une crise de la faim, etc. Enfin bon, et puis à partir de là, s'il y a trop de problèmes, il y a des risques que les assureurs ne suivent plus, quoi. Les assureurs pourraient dire, écoutez, nous on ne peut plus arriver à vous assurer dans vos activités, et là ça serait aussi le début de la fin, hein. Parce qu'il faut savoir que c'est Churchill qui disait entre l'abondance et la barbarie, il y a 5 repas, hein. Et il faut savoir par exemple qu'à Paris, Rungis, qui alimente l'ensemble de la région parisienne, si du jour au lendemain il n'était plus alimenté, Paris n'a que quelques jours d'autosuffisance alimentaire, hein. C'est vrai pour le pétrole, mais c'est vrai aussi pour les réserves alimentaires. Donc voilà. Alors donc effectivement, ce serait pas forcément réjouissant tout ça. Alors il pourrait y avoir à ce moment-là une migration massive vers des contrées que l'on pourrait penser être plus
vivable, on va dire. C'est déjà ce qui se passe un petit peu, puisque certaines personnes d'Afrique migrent dans les pays qu'ils considèrent plus vivables. Alors, bon, là, on rentre dans une politique qui est, là aussi, peut-être soumise à un conflit. Mais enfin, bon, voilà. Autre source, disons, possible de catastrophe en chaîne, c'est l'effondrement des abeilles. Aujourd'hui, moi, en tant qu'apiculteur, enfin, je suis apiculteur amateur, hein, mais je vois qu'il y a une dégradation rapide de la situation. Et malheureusement, bon, si même la faune peut se déplacer. Effectivement, il y a peut-être des oiseaux qu'on voit arriver dans nos régions qu'on ne voyait pas avant, mais ce sont les plantes, elles, qui ne peuvent pas se déplacer rapidement, et là, on a un risque de catastrophe. Il faut savoir aussi, pour revenir aux abeilles, que la productivité des abeilles a été divisée par 3 en 20 ans, et que bon, on est dépendant à la fois des abeilles et puis dépendant surtout d'une production agricole intensive. Donc si on accumule tous ces phénomènes et tous ces risques qui arrivent, les choses ne vont pas se passer forcément de façon très agréable. C'est Agnès Varda qui au regard, c'est une scientifique, elle est écrivain, mais en même temps elle est scientifique, au regard de rapports de l'ONU, hein, qui annonce que, en fait, il faudra qu'on retrouve un rééquilibre, un équilibre. C'est pas possible qu'on puisse avoir ce jour du dépassement qui soit aussi important, enfin aussi tôt dans l'année. Donc ce rééquilibrage viendra par la disparition d'un grand nombre de personnes. J'ose même pas vous dire le chiffre parce que là, ça fait peur. Mais en gros, de toute façon, ces personnes, elles vont disparaître. Alors il y a 3 façons, hein, qu'il y ait des disparitions massives de personnes. C'est soit les famines, soit les guerres, soit les maladies, hein. Donc à partir de là, l'exemple de la peste noire est un exemple assez significatif, puisqu'en Europe, il y avait 50 millions de personnes dans toute l'Europe. Quand la peste noire est arrivée en 1348, la moitié des gens sont morts en Europe, hein. Donc voilà. Donc tous ces phénomènes sont à l'origine de ressources trop exploitées, de ressources naturelles qui sont trop exploitées. Il faut savoir que 100% d'une voiture, par exemple, vient des ressources naturelles, hein, d'exploitation minière et autres. Et à un moment, quand la nature dit non, elle dit non, hein. C'est les lois de la physique, les lois de la nature, on ne peut pas s'y opposer. Donc on est aujourd'hui un petit peu dans la situation d'un homme qui a sauté du 5e étage, et puis on arrive au 2e en se disant tout va bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est les questions que l'on peut se poser. Quels sont les scénarios possibles, envisageables? Alors, au vu de tout ce que je viens de vous dire, soit vous étiez déjà au courant de tout ça, ou en partie, soit vous ne l'étiez pas. Si vous ne l'étiez pas, vous allez pouvoir vous faire une idée vous-même de ce que pourraient être les scénarios, ou un des scénarios à venir. Bon, alors, il y en a qui sont certains, d'autres... Alors, ce qui est certain, c'est que on va vers un effondrement, ça c'est sûr. Ce qui est moins certain, c'est quand, à quelle vitesse, à quel rythme, avec quelle intensité. Bon voilà, ça c'est plus une réponse, disons, à la fois de statistiques, de prévisions, enfin d'estimations. C'est très difficile. Bon, personnellement, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Et le plus doucement possible, bien entendu, mais parce que j'ai aucun intérêt que ça se produise rapidement, et en tout cas certainement pas à la fin du mois, parce que je suis pas prêt pour ça. Donc voilà. Alors après c'est une question, comme je disais, de probabilité. Alors le fait est que quand on assure nos maisons contre le risque d'incendie, ce risque d'incendie, il est faible. Il est très faible, mais on s'assure quand même. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, beaucoup de gens qui ont conscience de cet effondrement à venir, pensent que la grande majorité des gens ne se soucient pas du tout de prendre cette assurance, quoi, en fait, de se préparer, de s'organiser. C'est assez inquiétant. Alors avant de présenter des solutions, je vais vous présenter un petit peu la prise de conscience des étapes à franchir pour accepter ces solutions. Parce que
effectivement, les solutions ne sont pas forcément faciles à accepter. Donc voilà. Alors, voilà, la première étape, celle que j'ai franchie personnellement en 2001-2002, avant cette période-là, bon, moi je pensais que tout allait bien bien dans le meilleur des mondes, et puis que s'il pleuvait des petits pois, il suffit de prendre une fourchette et puis tout irait bien. Ça, c'est la grande majorité des gens. Le deuxième niveau, c'est ah, il y a un problème ici, effectivement, on a identifié un problème là, effectivement, les abeilles disparaissent, mais il y a des scientifiques qui ont mis en place, enfin scientifiques ou des entreprises qui ont mis en place un drone qui est capable de remplacer les abeilles, puisque génial, c'est qu'en fait, ce drone est capable de travailler la nuit, alors que les abeilles ne travaillent pas la nuit, vous voyez, donc ça, c'est... On identifie un problème, il y a des solutions, l'homme est génial, il a toujours... bon, il y a quand même un petit problème avec avec le fait de considérer que l'homme est génial, c'est que malheureusement on ne peut pas faire revivre quelque chose de mort. Hein. Les 70% d'insectes qui ont disparu, on va avoir du mal à les faire revivre. En tout cas, peut-être à faire en sorte que ça redémarre, mais il faudrait beaucoup d'efforts pour ça. Hein. Ensuite, le troisième niveau, c'est bon, il y a beaucoup de problèmes, d'accord, mais si on s'y met tous ensemble, hein, vraiment tous ensemble, tous en même temps, simultanément, on va y arriver. Bon, sauf que là aussi, ça fait partie des croyances, des illusions, parce que le jour où tous les pays du monde se donnent la main, hein, il n'y a qu'à voir le COP 21, ce que ça a donné, donc c'est pas évident. Donc, alors le quatrième niveau, c'est prise de conscience, il n'y a pas de solution globale. Effectivement, il n'y a pas de solution globale. Il n'y a pas de solution globale. Alors, le cinquième niveau, c'est, eh bien, puisqu'il n'y a pas de solution globale, je vais me réfugier dans une solution individuelle. C'est-à-dire que je vais me construire mon bunker, je vais me retirer à la campagne, dans une île. Si je suis très riche, je vais pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, il y a des riches aujourd'hui qui le font, hein, je peux vous le dire. Donc, ça, c'est une solution. Malheureusement, pour la grande majorité des gens, ce n'est pas possible. Donc, enfin, en tout cas, le fait de se préparer individuellement, c'est en tout cas peut-être une forme de solution, mais c'est pas la solution. En tout cas, c'est pas la meilleure solution, puisque globalement, enfin, l'ensemble des personnes qui réfléchissent sur ces sujets-là sont d'accord pour dire que c'est en groupe, de façon locale, hein, dans des petits groupes locaux, que l'on pourra s'en sortir en créant une dynamique, locale. Et le fait de ne pas prendre cette prise de conscience et de ne pas s'engager dans cette dynamique locale de groupe ne fera que reculer le problème et là, plus dur sur la chute. Hein. Donc, il faut donc accepter l'idée qu'il y a un effondrement et donc se préparer, faire des choix de vie en conséquence. Alors à partir de là, il y a deux écoles. Il y a l'école qui consiste à dire, bon d'accord, il va y avoir un effondrement, mais bon, moi, après tout, je vais profiter de la vie, je vais continuer. Puis de toute façon, à la limite, il peut même y avoir une philosophie qui consisterait à dire, de toute façon, plus je consomme aujourd'hui, plus je vais accélérer les choses, et donc mieux ce sera, puisque plus le phénomène arrive, mieux c'est. Ou alors, il y a la solution de ceux qui pensent que non, il faut se faire attention, donc ça veut dire faire attention à ce qu'on consomme, aux énergies qu'on dépense, enfin faire attention à tout. Et là, effectivement, on risque de ralentir le phénomène, mais ralentir le phénomène, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué la situation, la pollution, la situation et les prises de décision que chacun peut faire, voilà, c'est compliqué. Bon alors, donc là on arrive au chapitre des solutions. Donc comme je l'ai dit, il faut accepter qu'il n'y ait pas de solution à tous nos problèmes. En tout cas, il y aura peut-être des solutions à quelques problèmes, mais majoritairement, on n'arrivera pas. Les spécialistes du climat disent qu'il faudrait de toute façon, pratiquement en théorie, laisser toutes les énergies fossiles sous nos pieds pour éviter que la dette climatique explose. Alors est-ce que c'est économiquement, socialement envisageable? Ça me paraît difficile, donc malheureusement on risque au contraire d'accélérer les phénomènes. Alors, donc, en termes de solutions globales, hein, alors je vais dresser quelques pistes. Il faut être pragmatique. Hein. Pragma vient du grec qui signifie action.
Donc c'est dans l'action qu'on peut trouver des solutions. Le problème, c'est que les politiques, d'une façon générale, pour eux c'est difficile d'être dans l'action. On ne peut pas leur demander, ou en tout cas, ils ne peuvent pas eux demander à leurs électeurs en disant, être élus en tout cas en disant voilà, je vous promets des larmes et de la souffrance, je vous promets de diminuer votre pouvoir d'achat, etc. Non, malheureusement ça se passe pas comme ça, et il n'y a pas grand chose à espérer des politiques, quoi, en fait, hein. En tout cas pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas. À ce niveau-là, les électeurs sont aussi responsables que les politiques, hein. Donc il faut arrêter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, hein, c'est-à-dire de faire le contraire de ce que l'on pense, en fait, hein, parce que la plupart du temps, les gens disent oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais en fait, ils ne le font pas, et ils pensent que ce sont les politiques qui sont responsables, mais ils sont eux-mêmes responsables de leur choix, quoi. Donc voilà. Par exemple, en termes de politique nataliste, est-ce qu'on pourrait imaginer un instant qu'un homme politique puisse dire, bon écoutez, à partir de maintenant, on va limiter les naissances, 2 enfants, comme la Chine l'a eu fait à un moment. Ce serait extrêmement mal vu, quoi. Autre chose, il faudrait pouvoir arriver à oser dire que maintenant, on va faire des politiques de limitation, de rationnement. Dès qu'on parle de ça, de contraintes, dès qu'on parle de ça, on dit voilà, l'écologie punitive, etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on vient de passer une canicule où on était réfugiés dans nos maisons, volets fermés, mais ces libertés que nous proposons aujourd'hui de limiter, elles seront considérablement limitées. C'est le jour où il fera 50 degrés dehors et qu'on sera obligé de rester confiné dans la maison. Là, la liberté, elle sera beaucoup plus réduite, hein. Bon, donc il faudrait, dans les idées, peut-être limiter les sports mécaniques, les sports de Formule 1, limiter, même interdire, arrêter, quoi. Pourquoi continuer à brûler du carburant? Alors, autre solution, c'est quand quelqu'un veut remplacer une chaudière à fioul, interdire de reprendre une chaudière à fioul. Il faut trouver d'autres solutions qu'une chaudière à fioul. Pourquoi ne pas imposer, voilà, une idée très simple pour diminuer par 2 les consommations d'essence. Il suffit de diviser par 2 le poids des véhicules. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir une voiture d'1 tonne, on contraint les personnes à avoir une voiture de 500 kg, en limitant les gadgets, les accessoires, eh bien, on va diminuer par 2 l'énergie nécessaire pour la déplacer. Et partant de là, on peut imaginer très bien qu'il puisse y avoir une forme de vignette, vignette qui avait été supprimée par Laurent Fabius lors de la COP, enfin Laurent Fabius qui était le président de la COP 21 et qui lui-même quelques années avant l'avait supprimée. Mais il faudrait la réintroduire en disant bon voilà, plus vous avez une voiture qui consomme, plus vous payez, et moins vous consommez, moins vous payez, quoi. Alors certes, c'est c'est ce qu'on appelle de l'écologie punitive. Beaucoup de gens vont dire ça, mais encore une fois, on est obligé de faire là. Il faudrait aussi faire des incitations alimentaires. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un kilo de bœuf nécessite 323 mètres carrés. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 323 mètres carrés. 1 kilo de pain, c'est 16 mètres carrés. Et 1 kilo de légumes, 3 mètres carrés. Donc, il faut donc revoir tous nos besoins à la baisse. Et aller vers la simplicité volontaire en se disant que bon, si des limitations de consommation sont appliquées à tout le monde de façon juste et que l'information est bien comprise, voilà, les limitations peuvent être acceptées. On peut parfaitement imaginer d'interdire des publicités comme celle que j'ai pu entendre il n'y a pas très longtemps, d'une publicité pour une voiture où une dame qui cherchait à stationner s'adresse à une personne pensant qu'elle allait peut-être partir, et la personne dit non, je ne pars pas, je reste à ma place. Ah très bien, je vais pouvoir continuer à faire un tour avec ma voiture. Donc voilà, c'est-à-dire en gros consommer de l'essence pour rien, quoi, pour juste le plaisir d'être dans la voiture. Bon, ça fait partie des contraintes qu'il va falloir que l'on s'impose, en s'imposant par exemple des voitures autopartagées, en tout cas une incitation très forte. À Cuba par exemple, j'ai appris que
il est interdit de ne pas prendre une personne qui serait sur le bord de la route et qui ferait du stop. C'est-à-dire qu'imaginons qu'en France, systématiquement, toute personne qui serait en train de faire du stop devrait être prise par une personne en voiture qui aurait la place nécessaire, enfin possible dans son véhicule. Ça la faciliterait considérablement la mise en place de voitures autopartagées et la diminution des consommations d'essence, quoi. Il faudrait pouvoir imposer aussi un des principes d'ailleurs de la permaculture dans toutes les constructions et même dans les propriétés actuelles, c'est-à-dire de demander à ce qu'il y ait 1/5, par exemple, 20% d'une surface d'un champ ou d'une propriété, qu'il y ait une petite partie qui soit réservée à la nature, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. On laisse la nature, c'est un des principes de permaculture, on laisse la nature faire et on n'y va jamais. Voilà, et on laisse faire. Donc, d'une façon générale, de toute façon, toutes les idées sont bonnes à prendre, hein. C'est-à-dire que si même quelqu'un a une idée qui s'oppose à une autre, peut-être que l'association des deux sera bénéfique. Alors, par contre, il y a des fausses bonnes idées. Il y a des fausses bonnes idées. Par exemple, faire du pétrole à partir de plantes ou d'algues. Bon, ça, on a vu que ça ne fonctionnait pas parce que si nous avions dû produire du pétrole à partir de plants, il fallait choisir à un moment entre manger ou conduire, quoi, ou rouler, hein, parce que l'ensemble des terres arables de la planète n'aurait pas suffi à compenser la production de pétrole actuelle, quoi. Donc voilà. Après, le commerce équitable aussi est une fausse bonne idée. À partir du moment où on fait venir, même si c'est pour aider un paysan qui est dans la souffrance, etc., de toute façon, dans tous les cas, on fait venir de très loin des produits. Il faut s'efforcer de produire et consommer, d'être ce qu'on appelle locavore, c'est-à-dire le plus possible local. Voilà. Après, autre fausse bonne idée, fait partie des idées reçues, quoi. Beaucoup de gens qui disent que de toute façon, de l'énergie, on en aura toujours, on peut en faire avec de l'eau, mais ça, c'est caché, les gens ne veulent pas que cette idée surgisse. Bon, effectivement, les moteurs à hydrogène existent. Mais l'hydrogène n'est pas quelque chose que l'on trouve naturellement. L'eau est naturelle, l'hydrogène non. Il faut beaucoup d'énergie pour extraire l'hydrogène et pouvoir arriver à avoir des moteurs qui fonctionnent. Bon, aujourd'hui, le prix d'une voiture à hydrogène coûte excessivement cher. Et même si on produisait de façon intensive la création de véhicules à hydrogène, bon, il faut savoir qu'une simple pompe vaut plus d'1 million d'euros, quoi, une simple pompe. Donc ce sont des investissements considérables dont aujourd'hui on n'a peut-être pas forcément la possibilité. Donc voilà, et ça va être difficile de trouver des solutions dans lesquelles les investissements seraient tellement importants que peut-être aujourd'hui on n'a plus les moyens de le faire. Alors il va falloir en fait reconstruire un imaginaire qu'aujourd'hui qui nous fait défaut aujourd'hui, quoi. Et surtout peut-être développer le courage qui nous manque. Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir se relever la nuit, entre guillemets, et mettre les bouchées doubles. Enfin bon, il va falloir qu'on trouve des solutions qui ne vont pas être faciles à mettre en place et qui vont nous demander des efforts, des exigences qu'aujourd'hui, la majorité malheureusement ne sont pas prêts à faire, quoi. Il va falloir que localement on développe des richesses durables. La nature, elle est généreuse quand chaque fois qu'elle monte une plante en graines, elle fait des centaines, voire parfois des milliers de graines. On a la possibilité de multiplier et faire en sorte que on puisse mettre ici et là des banques de graines dans les communes, dans les villages, pour donner la possibilité à tout le monde d'avoir un potager dans lequel on va pouvoir s'investir et prendre beaucoup de plaisir, hein. Toutes les personnes qui ont un potager prennent énormément de plaisir à le faire.
Donc, et il va falloir qu'on se forme, qu'on s'informe et que ces formations et ces informations soient diffusées de façon libre, gratuite, à travers des ateliers locaux, à travers des échanges sans échange d'argent. Ainsi, bon, on a mis en place, malheureusement, aujourd'hui, avec très peu de succès, une banque du temps, une monnaie locale qui a pour objectif de créer un service d'échange local où on s'échange du temps sans échange d'argent. On s'échange des services, on s'échange des connaissances, on s'échange une force de travail ou même, pourquoi pas, des outils ou des matériaux sans échange d'argent. Donc voilà, ça fait partie des réflexes de vie courante que nous devrions développer, comme nous devrions développer le fait de ne pas avoir le réflexe de partir loin pour faire une promenade. Peut-être qu'on peut arriver à faire des promenades ou faire des déplacements de loisirs beaucoup plus proches, beaucoup plus courts. On doit pouvoir arriver à trouver du plaisir sans aller le chercher loin. Il faut réapprendre à créer du lien social, du lien de voisinage, sans y mettre automatiquement des moyens financiers, matériels importants, quoi. Les gens autrefois, autour d'une cheminée, ils se racontaient des histoires, il y avait certainement peut-être beaucoup plus de plaisir à se retrouver de cette façon que à regarder peut-être la télévision, même si bon, faut reconnaître, c'est indéniable, nos jeunes prennent du plaisir avec leur smartphone à regarder Mais est-ce que nous aurons demain, avec cet effondrement qui s'annonce, est-ce que nous aurons toujours ces moyens-là? En tout cas, tant que nous les aurons, il faut bien sûr les utiliser, les exploiter pour en tirer le meilleur. Mais il faut aussi se préparer à ce que dans le pire, on puisse ne plus avoir accès à ces moyens de communication qui sont en même temps des moyens très complexes et qui peuvent être à la source d'absence de communication. Il n'y a pas très longtemps, j'étais passé devant un restaurant, un McDo pour pas le nommer, où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient attablés là, et ils étaient 6 ou 7, et les 6 ou 7 étaient en train de regarder leur smartphone et ne s'échangeaient pas. Ou alors peut-être qu'il y en avait un qui échangeait un message à l'autre via son portable, enfin bon. Donc voilà. Ces réflexes, on doit les avoir aussi en termes de sport. Pourquoi à chaque fois vouloir développer cette compétition pour aller rencontrer d'autres groupes, d'autres équipes qui sont à l'autre bout du département ou à l'autre bout de la région ou même de la France? On peut prendre du plaisir à faire du sport sans que ce sport soit en compétition, et surtout en compétition avec des gens qui sont loin, qui nécessitent à chaque fois des déplacements importants. Et encore une fois, ça peut paraître être une absence une limitation des libertés, mais que seront nos libertés lorsque l'explosion du climat fera que nous aurons des tempêtes et que nous aurons peut-être plus accès à des ressources énergétiques aussi bon marché que nous avons aujourd'hui, quoi, hein. Donc il va falloir que nous réapprenions à mettre en place selon les régions, parce que chaque région, chaque village, chaque commune a des spécificités. L'une est en montagne, l'autre en plaine, l'autre en bord d'un fleuve ou d'une rivière. Et donc il faudra que nous ayons en place localement des agendas partagés. Il va falloir en prendre ensemble à faire fonctionner notre environnement de façon la plus optimale possible. Quelles sont les plantes qui poussent le mieux? Quels sont les arbres qui poussent le mieux? Il va falloir être hyper réactif, parce que l'augmentation des températures, l'augmentation des catastrophes climatiques vont faire qu'il y aura très probablement, malheureusement, une dégradation de la situation à partir de laquelle il va falloir réagir très vite. Bon, il faut planter, replanter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la nature ne fait pas pleuvoir. Enfin, il n'y a pas de pluie dans les déserts. Bon, alors ça paraît une évidence. Alors peut-être on peut se dire qu'est-ce qu'il y avait en premier, l'œuf ou la poule? Il ne pleut pas dans les déserts. Oui, les déserts sont des déserts parce qu'il ne pleut pas, mais peut-être on peut se dire aussi, et c'est
une explication, c'est que plus il y a de concentration de végétation, plus eh bien, il y a une espèce d'attirance de la nature pour faire pleuvoir à cet endroit. Donc on doit créer des oasis, créer des lieux où on plante, des lieux où on favorise la biodiversité, dans lesquels il va y avoir plus d'insectes, plus d'oiseaux, et sans insectes il n'y a pas d'oiseaux, hein. Tout est lié. Il va falloir que nous prenions du plaisir à faire tout ça, et on peut se poser la question, si on aide la nature, eh bien il est fort probable que la nature nous aidera. C'est un principe qui me paraît assez évident. Et pour ce faire, à mon sens, rien n'est impossible. Et si tous ensemble, on s'organise, tout sera possible. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu qu'il est important de se mobiliser, qu'il est important de prendre conscience que on va vers une situation qui va être très 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 difficile, et qu'il va falloir que localement on trouve des solutions ensemble, et qu'on puisse par petits groupes, par petits secteurs de communes, de villages, de quartiers, pourquoi pas, créer une dynamique qui soit positive et qui puisse nous permettre de faire face. Parce que toute cette solidarité, toute cette dynamique, tout cet apprentissage de connaissances que nous ferons aujourd'hui, ce seront des connaissances et des dynamiques de groupe et de la solidarité qui pourra exister demain. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour mieux se préparer pour demain. Voilà, je vous dis à bientôt.